13 février, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les principaux titres. C'est l'une des plus grandes grues d'Europe. Elle est actuellement utilisée en gare de Versailles-Chantier pour installer une passerelle de plusieurs centaines de tonnes. Les images et les explications de ce travail très minutieux. Nous parlerons également du parc de Thoiry. La réouverture est programmée ce samedi. De nouveaux arrivants, de nouveaux espaces. Nous en parlerons avec Paul Delapanouse, fondateur de l'établissement. Et puis, comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, élection départementale avec l'annonce des candidatures pour le scrutin de mars, mais aussi mobilisation pour obtenir des enseignants remplaçants à Trappes et lancement, enfin, d'une campagne de sensibilisation aux détecteurs de fumée dans le département des Yvelines. L'une des plus grandes grues d'Europe a donc été installée à Versailles. L'engin de 100 mètres de haut va permettre de déposer une passerelle de 200 tonnes à la gare ferroviaire de Versailles-Chantier. Un reportage de Mickaël Elmidoro et des images de Patrick Jacques de Dixmude. 100 mètres de haut, 650 tonnes, l'une des grues les plus grandes d'Europe vient d'être montée à Versailles-Chantier. Son objectif, installer une passerelle dans le cadre de la modernisation de la gare versaillaise. Le transport de la machine a nécessité des moyens techniques importants. Elle est arrivée en petits morceaux, elle est arrivée avec 50 camions et poids lourds d'Allemagne. Il a fallu donc organiser à travers Versailles des convois exceptionnels. On a été aidé par nos collègues des forces de l'ordre, la police, les motards pour acheminer ça. On l'a montée en 5 jours plein et aujourd'hui on est en train de faire les essais de levage auxquels vous allez pouvoir assister. Et il faudra bien sûr 5 jours pour la démonter et la renvoyer, je crois, dans le sud de la France. La future passerelle de la gare versaillaise pèse plus de 200 tonnes et mesure 100 mètres de long et 10 mètres de large. La grue va effectuer un travail d'orfèvre où l'erreur n'existe pas. On ne s'imagine pas, mais cette passerelle métallique qui est faite de pièces massives, elle a une tolérance de pose sur les poteaux de 2 mm. C'est-à-dire qu'on a 24 poteaux qui ont été tous alignés en visée laser et on va venir poser délicatement, avec précision, aux bons endroits, aux bons appuis, les 2 colis. Et avant de pouvoir les souder, il y a des mini-réglages de planimétrie, d'horizontalité. Et donc la précision, c'est 2 mm. L'opération débute ce vendredi 13 février. Pour réaliser ce chantier titanesque, le trafic des lignes N et U et du RERC sera coupé entre 22h et 6h du matin ce week-end et le week-end prochain. La SNCF mettra en place des bus de substitution pour les usagers. Il faut savoir que sur un dispositif comme ça, où on substitue de manière significative Paris-Brest, on met plus de 350 bus. C'est 350 agents SNCF mobilisés entre Rambouillet et Montparnasse pour prendre en charge tous nos clients, avec un effectif conséquent sur la gare de 180 agents en 3-8. C'est des rotations qui sont assurées par bus, c'est de l'accueil client, c'est du renfort, aussi de la sûreté. Donc vraiment, c'est un gros dispositif pour SNCF. Pour observer la mise en place de la passerelle, ce spectacle d'ingénierie sera visible par les riverains en nocturne depuis le passage des étangs Gobert jusqu'à 1h du matin. On parle des élections départementales puisqu'à présent nous allons nous focaliser sur l'essentiel de la semaine. Le Parti communiste, à travers le Front de gauche, rejette clairement l'idée d'une alliance avec les socialistes. Les candidatures dévoilées cette semaine témoignent du rapprochement entamé ces derniers mois avec Europe Écologie Les Verts. Julien Iborra, secrétaire départemental du PCF, s'est expliqué sur ce plateau. C'était jeudi soir. Voici un extrait de son intervention. Nous, on souhaite le rassemblement le plus large possible de la gauche, mais sur des contenus qui sont clairement anti-austérité, en rupture avec les politiques qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement. Donc le choix, c'est de ne pas aller vers le Parti socialiste que vous de fait, ça revient à ça, même si, y compris, on renonce pas à avoir des socialistes qui nous rejoignent, qui viennent avec nous sur des initiatives ou dans des élections. C'est possible aussi dans certains endroits ponctuellement. Donc ce serait des frondeurs dans ces cas-là par rapport au Parti socialiste et la ligne affichée. Oui, je ne sais pas ce que veut dire exactement le terme frondeur. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent plus ou moins dans cette définition. Mais en tout cas, ceux qui refusent la politique aujourd'hui d'austérité qui est menée en France avec les conséquences dramatiques qu'on connaît pour la population. Donc nous, on veut le rassemblement le plus large de la gauche. Et effectivement, et particulièrement sur Saint-Quentin, ça se décline plutôt sur des rassemblements avec Europe Écologie Les Verts qui se situent, eux, vraiment dans cette rupture vis-à-vis de l'austérité. On a discuté des réunions avec Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, y compris d'autres partis comme le Parti de gauche et d'autres. Et on a vu que c'était pas possible, y compris parce que des fois les propositions n'existaient même pas, parce que dans tel ou tel endroit, le Parti socialiste ou d'autres avaient décidé de partir tout seul et que voilà, donc il n'y avait pas une volonté de toute façon ni de la part du Parti socialiste, ni de la part d'Écologie Les Verts, ni de la part du Parti communiste de partir ensemble partout. Voilà, c'était canton par canton, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible. Politique toujours et ces élections départementales. Le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan sera bien présent dans les Yvelines. Dans 8 des 21 cantons, les électeurs pourront choisir pour des candidats Debout la France.
Debout la France, anciennement Debout la République, présente des candidats dans 8 cantons. Fabien Mettet est pâtissier, aujourd'hui étudiant en histoire et plaisirois depuis toujours. Également conseiller municipal, élu sur la liste de la maire, Joséphine Colmas-Berger. Il se présente pour défendre 3 thèmes. L'éthique politique, une bonne gestion financière du département et le bon sens afin de servir au mieux le bien-être des élus noirs. Ce qui m'a donné envie de rejoindre Debout la République, maintenant Debout la France, c'est parce que j'avais le sentiment que le pays était mal géré depuis une quarantaine d'années et que les partis de gouvernement n'avaient pas réussi à apporter des solutions adaptées à la situation. Et je ne pense pas non plus que la situation viendra des extrêmes. Il fera campagne avec Pascal Michard, gérante de société à Plaisir. Autre binôme, cette fois sur le canton de Saint-Cyr-l'École, Sylvia Cantaloupi, qui est de toutes les campagnes politiques, et Christophe Pitel, élu conseiller municipal majoritaire à Villepreux. Ni système, ni extrême, leur slogan de campagne. On dit nettoyer la politique. On essaie d'avoir des élus propres, nouveaux, et qui ne traînent pas des casseroles derrière eux, parce que après on est prisonnier soi-même de ses habitudes, et qu'au Conseil général, il y a des... c'est le train-train, quoi. Ils sont entre eux, ils font toujours les mêmes choses, les mêmes subventions, les mêmes comportements. Avoir des subventions qui soient vraiment utilisées pour les associations et les intérêts du canton de Saint-Cyr, déjà, pour un premier point. Et surtout utiliser et pouvoir développer le département comme il devrait l'être. En dehors du FN, qui aujourd'hui est la seule alternative qui est proposée par le système, contre l'UMP et le PS, il y a une autre solution qui est Debout la France. Et moi, j'essaie de mener ce terrain-là. Ces candidats mèneront la campagne avec, comme ils disent, les moyens du bord. Ils ne disposent pas des finances des grands partis. Ils feront donc beaucoup de tractage pour faire connaître le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Et puisque l'on parle de politique, n'oubliez pas l'hebdo politique proposé par nos confrères de Radio Sensation dimanche à 18h. Nicolas Kirillovitz reçoit François Deligné, le maire de Guyancourt, conseiller général sortant en campagne pour le PS sur le canton de Montigny-le-Bretonneux, face notamment à Michel Laugier, le maire de Montigny et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. On est sur l'enjeu des élections départementales. Alors, moi je suis conseiller général sortant. Demain on dira conseiller départemental, ça sera le nouveau mot, mais c'est la même fonction. C'est celle qui consiste à représenter les habitants d'un territoire, en l'occurrence Montigny et Guyancourt, au niveau du département. Dans un département qui a une majorité très à droite. C'est-à-dire que le seul argument que j'entends de la part de M. Laugier, c'est moi je ferai partie de cette majorité. Actuellement, il y a 28 élus au Conseil général de droite et 11 de gauche sur les 39. Voilà, mais vous avez entendu que le président sortant, M. Bédier, veut le grand chelem. Ce qu'il appelle le grand chelem. Alors le grand chelem en matière de rugby, moi j'adore. En matière de politique, c'est la volonté d'éradiquer toute opposition. Je dis, est-ce qu'on a besoin d'un conseiller départemental supplémentaire à la majorité qui voudrait être hégémonique et déjà extrêmement à droite? Ou est-ce qu'on a besoin d'une voie libre, d'une voie qui va dans le sens de la justice sociale et qui rappelle ce qu'est normalement le rôle d'un département? C'est ce que j'ai fait moi pendant 7 ans avec un bilan que je présenterai aux habitants. Maltraitance, utilisation abusive de la chambre d'isolement dans de nombreux services psychiatriques, c'est ce que dénonce dans le département une association, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Elle vient d'organiser 5 manifestations. C'était également dans l'actualité de cette semaine. Psychiatrie, barbarie, internement, ça suffit! Dénoncer les abus psychiatriques, voilà l'action qu'a menée samedi la Commission des citoyens pour les droits de l'homme en manifestant devant plusieurs centres hospitaliers des Yvelines. Dans le viseur de l'association, les mauvais traitements infligés aux malades ou encore des procédures d'internement à la demande d'un tiers appliquées de manière abusive. Vous avez plus de 85% des procédures qui sont utilisées de cette façon. Donc pour nous, c'est inacceptable parce que ce sont des milliers de personnes qui sont hospitalisées dans le département des Yvelines avec beaucoup moins de garanties pour le patient parce que vous n'avez qu'un seul certificat médical qui est nécessaire au lieu de 2 et vous avez l'accord de la famille qui n'est pas obligatoire et même la famille peut être en désaccord avec la procédure d'hospitalisation sous contrainte et le psychiatre aura le dernier mot pour procéder à l'internement de la personne. L'association dénonce l'excès de pouvoir des psychiatres, mais aussi le manque de contrôle de la part des autorités. Depuis 2006, notamment à Plaisir, vous n'avez aucune visite ni du préfet, ni du président du tribunal de grande instance. Or, ces autorités doivent visiter l'hôpital au moins une fois par an. Pour l'association, les soins administrés aux malades sont également considérés comme inadaptés.
Vous savez, quand quelqu'un se fait hospitaliser sous contrainte, ce sont des traitements très lourds qui lui sont administrés, avec des effets secondaires dévastateurs, avec une dépendance très forte. Et vous avez aussi des mauvais traitements, vous avez aussi des électrochocs, la sismothérapie. J'ai une belle-sœur qui vient d'être internée en hôpital psychiatrique. On la met sous psychotrope, elle est devenue un vrai légume, alors que, évidemment, elle avait des problèmes psychologiques, c'est un fait, mais les médicaments qu'on lui donne ne l'aident pas, bien au contraire. Bien au contraire, elle est encore plus dépressive qu'elle ne l'était avant. Des appels à témoins ont été lancés avec une distribution de tracts pour recueillir des témoignages, mais aussi redonner de la valeur à la parole des malades. Trouver un professeur remplaçant dans une école se révèle toujours un exercice périlleux. Il est encore plus visiblement à Trappes. L'association des parents d'élèves indépendants dans la commune vient de s'exprimer sur ce sujet mercredi. Une dizaine de parents trappistes mobilisés ce mercredi matin pour demander plus de professeurs remplaçants dans les écoles de la commune. On n'a pas de remplaçants. Quand les professeurs sont absents, on manque de remplaçants de manière assez répétitive. Donc il y a un ras-le-bol parmi les parents. Dans l'école de mes enfants, oui, il y a ce problème-là qui est récurrent. On a une classe notamment qui n'a pas eu d'enseignants pendant 4-5 semaines. Et ça a des incidences de toute manière sur toutes les classes, puisque du coup, il y a les enfants qui n'ont pas d'enseignants, qui sont répartis dans les classes, qui se retrouvent surchargés. On est à 40 élèves parfois quand il y a des enseignants absents. Une pétition a été signée pour revoir notamment le mode d'attribution des professeurs remplaçants. Les parents d'élèves ont été reçus en mairie pour une première réunion. Ces parents qui sont venus chercher le soutien de la municipalité. Nous, on a fait les démarches auprès de l'inspection académique. C'est Janine Marie qui a fait ça dans le cadre de son mandat. Et eux, ils ont exprimé un besoin. Oui, il y a trop d'absence. Il y a vraiment trop d'absence sur la ville de Trappes. On ne peut pas être en secteur d'éducation prioritaire. On ne peut pas dire qu'il faut que les services publics se réinvestissent dans des secteurs urbains fragiles, etc. Puis en même temps, avoir une vingtaine d'instituteurs absents depuis longtemps. Une nouvelle réunion est prévue le 20 mars avec les services académiques, une situation bien connue. Le nouveau directeur yvelinois réagissait d'ailleurs ce mardi soir sur notre plateau. Actuellement, on a effectivement une difficulté objective. Nous avons remobilisé des enseignants pour le premier degré de manière à assurer les remplacements qui sont dus, quitte à prendre, il faut bien le dire, avec regret, sur notre capacité de remplacement des professeurs qui partent en formation. Les services académiques sont en train d'identifier les circonscriptions qui présentent le plus de difficultés en la matière afin d'opérer, dans le cadre de la préparation de la rentrée prochaine, un rééquilibrage sur le manque de professeurs remplaçants. Éducation, toujours, et le nouveau responsable académique des Yvelines en fonction depuis le début de cette année 2015 était l'invité du journal. Cette semaine, mardi, il s'est exprimé notamment sur le nouveau plan développé dans le cadre du harcèlement à l'école. Vous imaginez bien qu'avec le recul qui est le mien depuis un peu moins d'un mois, je ne peux pas en parler très savamment. Simplement, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on voit une montée en puissance, j'allais dire, du nombre de signalements. Et ça montre bien que le travail qui est impulsé au niveau national et repris au niveau du département porte ses fruits. On ne part pas de rien puisqu'il y avait déjà des systèmes d'alerte, un numéro vert qui est utilisé et puis encore une fois des compétences qui sont mobilisées au sein des inspections académiques. C'est le cas à Guyancourt avec une assistante sociale et une équipe qui sont en capacité de répondre d'abord à la demande que peuvent formuler les chefs d'établissement et les directeurs d'école à des situations complexes pour aider à les dénouer, mais surtout à prendre en charge rapidement et durablement les victimes de ces situations. L'actualité cette semaine, c'est aussi le préfet des Yvelines qui était mardi présent à la caserne des pompiers de Versailles. Il a lancé à cette occasion la campagne sur les détecteurs de fumée. Ces derniers seront obligatoires, vous le savez, dans tous les foyers français à partir du 8 mars. Papa, allez, viens ma puce. Attends mon doudou. Non, on n'a pas le temps. Une loi pour sauver des vies. À partir du 8 mars, tous les foyers français devront être équipés d'un détecteur de fumée. Pierre Morange, député de la 6e circonscription des Yvelines, est à l'origine de ce texte. L'homme politique s'est lancé dans ce combat suite au décès d'une jeune fille de 16 ans dans un incendie à Chavenay en 2002. Madame Bouticot en fait habitait à Saint-Lon-la-Bretèche, mais sa fille avait passé une soirée avec des amis, en effet à Chavenay, et elle m'a raconté cette histoire terrible, larmes aux yeux, avec une dignité, une émotion qui prenait à la gorge véritablement. Et pour le médecin, le maire d'un village, le père de famille,
le parlementaire, ayant quelques lueurs en matière de protection sanitaire et sociale, bien évidemment, je lui ai proposé que nous nous battions ensemble afin que de cette souffrance, nous puissions la mettre au service de tous. Cette histoire n'est pas un cas isolé. En moyenne, 350 personnes perdent la vie chaque année dans un incendie domestique en France. Dans les Yvelines, 1 à 6 décès sont recensés par an suite à l'inhalation de fumée toxique. Dans 70% des cas, les accidents se produisent la nuit. Il y a des grandes idées qui font qu'on estime toujours que ça va se passer chez les autres et qu'on aura le temps de réagir au cas où. Et en fait, malheureusement, notre expérience montre que c'est rarement le cas et que des drames à la fois matériels mais surtout humains sont des conséquences de cette manque de préparation. Un détecteur de fumée coûte en moyenne entre 15 et 25 €. Un seul avertisseur peut permettre d'assurer la sécurité d'un appartement. Si votre habitation comprend plusieurs étages, il est conseillé d'installer un détecteur à chaque palier. On ne peut installer qu'un seul détecteur de fumée puisque c'est le minimum imposé par la loi. Il faut privilégier le couloir qui dessert les chambres en général, puisqu'on pourra réveiller en même temps plusieurs personnes dans le moment de la journée où elles sont plus fragiles, les plus exposées parce qu'elles dorment. Dans la cuisine, ce qu'on conseille par contre, c'est un détecteur de chaleur qui lui sonnera quand la température de la pièce sera supérieure au fonctionnement et à l'attente normale qu'on peut avoir dans ce genre de pièce. Objectif annoncé par les soldats du feu, réduire par 2 le nombre de morts dans les incendies en France dans les prochaines années. Et puis enfin, un mot de sport pour conclure cette édition. 6 milliards d'euros, c'est le montant du budget initial pour organiser les Jeux Olympiques de 2024 dans la capitale. Un coût relativement faible qui pourrait séduire la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et dans le rapport du comité français du sport international présenté jeudi aux élus, on apprenait que le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pourrait bien faire partie des sites retenus. Le site, d'ailleurs inauguré l'année dernière, devait servir aux JO de 2012, mais Londres, souvenez-vous, l'avait emporté. Ceci marquerait donc une belle revanche, le vélodrome qui va accueillir dans quelques jours les mondiaux du cyclisme sur piste. C'est la fin de ce journal. Nos excuses si vous attendiez l'intervention du comte Paul de la Panouse pour évoquer la réouverture du parc de Thoiry, retenu à la dernière minute pour des raisons personnelles. Et il n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Ce n'est bien évidemment que partie remise. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.